Bonjour à tous, c'est parti pour votre quart d'heure éco avec toujours notre futur prix Nobel d'économie à nous, Gilles Raveau. On ne sait pas en quelle année. Ça viendra, je suis sûr. Toujours à la Maison d'Île-de-France sur le magnifique campus de la Cité internationale universitaire de Paris, je vous invite à visiter. Dans l'actu de cette semaine, la réforme de retraite, comment y échapper afin d'éviter une dissolution de l'Assemblée. Eh bien, le camp du socle commun remet dans la balance une éventuelle suspension de cette réforme de retraite. Donc, quels seraient les impacts pour les futurs pensionnés, pour nos comptes publics qui sont mal en point? Est-ce que c'est vraiment important en ce moment? Pour l'économie elle-même. Et pour l'économie, absolument. Est-ce qu'on n'est pas en total déni? C'est la question qu'on va se poser avec Gilles. L'autre actu, c'est l'Europe. La Commission européenne vient d'annoncer un plan très protectionniste pour sauver le secteur de l'acier, qui est mis à mal par les assauts des importations chinoises. Alors, est-ce qu'on est dans un changement de paradigme à l'échelle de l'Union européenne? Historique. Le début de la fin du libre-échange. C'est une vraie question. Est-ce que c'est trop tard d'ailleurs par rapport à déjà... Et c'est très bien d'ailleurs que tu aies choisi ce sujet parce qu'on en a assez peu parlé dans la grande presse, alors que blague à part, c'est vraiment très important ce qui se passe. Et cette semaine, bien sûr, le courrier du cœur, il est très chargé cette semaine. Et puis, les infos insolites du cousin Gilles, qui, par exemple, est en excédent budgétaire en Europe. Un pays voisin de la France. Un suspense. On commence par cette interview dans Le Parisien qui a mis le feu aux poudres. Elisabeth Borne, l'ancienne Première ministre, propose une suspension de la réforme des retraites, dont elle a été pourtant la cheville ouvrière en 2023, qu'elle a imposée avec le 49.3, et qui a mis la France dans la rue pendant plusieurs semaines. Alors, première question, de quoi on parle exactement avec cette suspension de la réforme des retraites? Alors, Gilles, on va être clair on va être clair et précis, soyez attentifs là, puis après vous pourrez gentiment vous laisser bercer par la suite. On le sait tous, il y a deux critères en France pour pouvoir partir avec la pension de retraite maximale, ce qu'on appelle la pension de retraite à taux plein. Le premier critère, c'est la durée. C'est qu'il faut avoir travaillé pendant 170 trimestres. Mais en France, ça ne suffit pas. Il faut aussi attendre un âge minimum, dit âge légal, qui est actuellement de 62 ans et 9 mois. Donc, c'est-à-dire que si vous avez commencé à travailler jeune, vous allez cotiser plus longtemps. Il faut remplir ces deux obligations. La réforme des retraites de 2023, c'était de dire ces deux paramètres, on le sait tous là aussi, vont progressivement augmenter chaque année un petit peu jusqu'en 2030 pour arriver donc à cette fameuse âge légal qui a fait hurler tout le monde de 64 ans et un nombre de trimestres plus élevé. 172. 172, donc voilà, c'est ça. Et donc, l'idée d'Elisabeth Borne, c'est de dire, il n'y a plus de réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est 60, enfin, si c'est accepté, sa proposition, c'est de dire, aujourd'hui, c'est 62 ans et 9 mois et 170 trimestres, et on n'y touche plus. On ne sait pas jusqu'à quand, mais sous-entendu jusqu'à la présidentielle. Voilà. Et ça a un coût autour de 500 millions d'euros pour l'année 2026. 2025. Oui, 2025. Et 3,5 milliards en 2026, l'année prochaine. Est-ce que ce coût-là, il est soutenable pour nos finances publiques, première chose, au vu de l'instabilité politique et économique de notre pays? C'est-à-dire, est-ce que finalement, c'est le prix à payer? Alors d'abord, d'où vient ce coût? Là aussi, c'est simple à comprendre, mais il faut quand même le rappeler. C'est que, évidemment, il y a réforme des retraites parce qu'il y a déficit du système des retraites. Et juste pour bien comprendre, l'obsession des gouvernements sur l'âge, en fait, malheureusement, qui peut paraître un peu idiote, malheureusement, se comprend si on mesure bien en oubliant tout l'aspect humain de la chose, du strict point de vue des finances publiques, si tu restes travailler un an de plus, en fait, ça fait 2 ans d'économie, puisque tu vas cotiser un an de plus et tu vas être un an de moins à la retraite. Indemnisé, recevoir une pension. Oui. Tu vas recevoir des pensions pendant un an de moins, alors que tu auras payé pendant un an de plus. Donc en fait, les réformes des retraites, c'est une espèce d'énorme taxe sur le travail, puisque tu travailles plus qu'avant pour toucher moins, puisque tu vas toucher moins longtemps. Non, mais c'est exactement. C'est vraiment une taxe sur le travail. Ce qui est assez drôle pour une majorité qui disait qu'elle voulait revaloriser le travail. Mais passons sur cette contradiction majeure. Et donc, là, l'idée, c'est de dire que les économies qui auraient dû arriver cette année, l'année prochaine et tous les ans, du fait, encore une fois, de l'allongement de la durée de cotisation, ces économies n'auront pas lieu, d'où les fameux déficits dont on parle. Voilà. Donc, il y aura augmentation du déficit budgétaire cette année, l'année prochaine, si on suit la proposition d'Elisabeth Borne. Maintenant, au regard
des déficits budgétaires. Ce sont effectivement des sommes très faibles. Cette année, on aura minimum en 2025, sans doute plus, 150 milliards de déficit budgétaire. Si on passe à 150,5 milliards, on voit que c'est zéro. Et pareil pour l'année prochaine. Donc les gens qui disent le coût budgétaire est faible, en apparence, ils ont raison. D'accord, donc c'est peut-être le prix à payer. Oui. Ensuite, on va vite être fixé. Ouais. C'est-à-dire que C'est ça. On va voir la réaction, de revenir là-dessus, mais sur la réaction des marchés financiers. C'est ça. Si d'aventure, ils perçoivent ce refus d'obstacle, je ne sais pas quel est le terme qui convient, d'ailleurs cette suspension, on va rester dans les faits, cette suspension en tout cas, comme le prix à payer encore une fois pour stabilité, ou alors au contraire, c'est le refus de réformer le pays et donc de s'attaquer à cette... C'est ça. Et donc là, on est dans un système économique particulier, surtout en France, où on a une dette publique très importante, le fameux 3 400 milliards d'euros. Cette dette, elle est détenue à moitié par des investisseurs étrangers. Et le rôle de l'agence France Trésor, c'est d'aller voir les fonds de pension américains, suisses, ou japonais ou chinois, et de leur dire « achetez ma dette plutôt que celle du voisin ». Et comme la situation budgétaire de la France est mauvaise, la façon, dans le dialogue entre l'agence France Trésor et les investisseurs, la façon dont ils se parlent, et vraiment ils se parlent d'ailleurs vraiment entre eux, c'est ils vont se mettre d'accord sur un taux d'intérêt. Et donc le taux d'intérêt que la France est obligée de verser à ses prêteurs a pas mal augmenté ces derniers temps. On est actuellement à 3,5% pour les obligations à 10 ans. Et donc toute la question, et personne n'a la réponse, c'est exactement ce que tu dis, c'est à supposer, encore une fois, que la suspension soit décidée, à supposer qu'il y a un accord politique, qu'on ait un budget, on est quand même très très loin de tout ça. Si tout ça a lieu, donc tout le monde attend, les investisseurs attendent de voir ce qui va se passer, et une fois que ça aura lieu ou pas, on verra effectivement quel taux d'intérêt, minimum, l'agence France Trésor doit verser à ces gens-là pour en fait qu'ils acceptent de nous prêter, pour qu'ils acceptent de gagner de l'argent sur notre dos. Voilà. C'est le système dans lequel on est. Alors ensuite, la perspective est celle ensuite on ne se connaît pas, puisque les scénarios, c'est une suspension, est-ce que ça serait une abrogation? Maintenant, la question derrière ça, c'est est-ce qu'on est vraiment... on est au fait même des vrais déficits concernant ce système des retraites. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas non. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans un déni total, enfin pas seulement un déni, mais tu vois, on est vraiment informé sur l'état actuel de nos systèmes de retraite. Alors ça a été une des grandes révélations étonnantes du grand professeur d'économie François Bayrou, qui lors de sa déclaration de politique générale, donc je peux dire exactement ce qu'il a dit, je conseille vraiment à tout le monde de lire ce texte qu'on trouve sur le site Vie Publique, on a mis tous les liens sous la vidéo, il nous dit chaque année, on verse 380 milliards d'euros de pensions de retraite, tout compris, retraite des fonctionnaires, retraite du privé, complémentaire, tout, régimes spéciaux des parlementaires, des sénateurs et tout. Donc il y a 380 milliards qui sont donnés aux personnes à la retraite en France chaque année. Et il nous dit, contrairement à ce qu'on croyait tous, et contrairement à ce que je croyais il y a encore un an ou deux, ça n'est pas financé par les cotisations. C'est-à-dire que les cotisations retraite sur le fiche de paye sont très loin de financer l'ensemble des pensions de retraite. Alors ça finance combien les cotisations quand même sur ces 380 milliards? Il nous dit 325. Donc il manque 55. 55. Il manque 55 tous les ans. Donc c'est complètement dingue. Et ça vient d'où ces 55? Ça vient de l'État. C'est-à-dire que l'État compense le manque... Enfin, oui. Mais si, le manque, clairement. Et où ça apparaît ça? Et justement, très bonne question. Et je vois que vous êtes très affûté ce matin, élève d'art. Vous aurez droit à une petite image. Un bon point. Un bon point, 10 bons points. Monsieur est trop bon. Un bon point, 10 bons points, ça fait une image. On va voir à la fin de l'année où est-ce qu'on en est. Et donc, la deuxième astuce qui a été découverte par un ancien haut fonctionnaire qui s'appelle Jean-Pascal Beaufray, c'est que ces retraites sont cachées dans les dépenses des ministères. Et que donc, là où, jusqu'à tout le monde pensait, là où dans les statistiques officielles de la France, c'est dingue, dans les statistiques officielles d'Eurostat, tu regardes les dépenses publiques d'éducation en France, le chiffre est faux, puisque ce qu'ils font il comprend aussi le paiement des pensions puisque ce chiffre qui est partout, c'est les dépenses du ministère de l'Éducation divisées par le nombre d'élèves. Voilà. Sauf que dans les dépenses du ministère, il y en a un quart, c'est des retraites. C'est quand tu dis, pardon, je reprends les termes que tu dis caché. Caché. Il y a une tromperie délibérée, une volonté. Parce que là, ça fait un peu complotiste quand même. Non, mais c'est un peu comme... Ouais, tout à fait. C'est la limite du truc, mais c'est grave. C'est l'État qui déconne complètement. C'est comme quand tu achètes du camembert et tout ça. Et puis en fait, on ne te dit pas qu'il est au lait cru, mais on met une boîte en bois pour te faire croire... Mais quel serait l'intérêt de l'État de faire ça?
Et surtout de majorité, enfin, comment dire, d'une majorité politique différente à chaque fois, donc qui, au fond, escamoterait une partie de la réalité du déficit. En fait, c'est comme toujours dans la réalité, il y a plusieurs explications. La première, qui se défend tout à fait, c'est qu'il n'y a pas de caisse de retraite des fonctionnaires. Et donc toi, là, Benjamin, comme c'est pressenti, tu vas rentrer comme ministre de l'Éducation la semaine prochaine. Tu as ton budget. Moi, je suis ton Premier ministre. Je te dis, bon, allez, Benj, avec ce fil de 80 milliards pour l'éducation. Tu me dis, c'est cool, merci Gilou. Et tu vas, avec ces 80 milliards, aussi bien payer les profs qui travaillent aujourd'hui que les retraités fonctionnaires. Voilà. Et donc, avec cette enveloppe, tu payes aussi bien des gens qui travaillent que des gens qui ne travaillent plus. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de caisse de retraite séparée. Donc jusque-là, ça ne pose aucun problème. Et donc, par contre, ce qui se passe, c'est comme il y a un énorme déséquilibre démographique dans la fonction publique, avec toutes les baisses d'effectifs, les entreprises qui ont été privatisées, comme France Télécom qui est devenu Orange et tout ça, il y a beaucoup trop, entre guillemets, de retraités fonctionnaires. Et donc, en fait, tu payes ces pensions-là, et donc tu aboutis à des taux de cotisation absurdes de retraite sur les salariés qui bossent, sur les salariés fonctionnaires qui bossent. Bon, ça, on s'en fiche, c'est secondaire. Mais le fait est, ce qu'explique Beaufret, et ce qu'il demande, et il a raison, et il s'est fait remballer par Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes. Il s'est fait remballer officiellement dans les conférences de presse, absolument scandaleux. Tout ce que demande Beaufret, c'est que toi, ce chiffre des retraites des fonctionnaires, tu ne l'as nulle part. Et pourtant, Bayrou s'en est fait a révélé ça. Parce c'en est fait le porte-parole. Parce qu'il bosse avec Beaufret. C'est Beaufret qui lui a appris. Donc en fait, on en arrive à comprendre que, à tes yeux, en tout cas nourri par Beaufret, tu penses que le déficit n'est pas celui, alors en tout cas qu'on imagine. On s'aveugle en fait. On s'aveugle, si je comprends bien, sur l'état financier du système de retraite. Et donc tu dis, une suspension dans un premier temps, pourquoi pas, ça va coûter. Mais à l'avenir, si on abroge ou si on ne va pas vers malgré tout un allongement de la durée légale, plus une augmentation des trimestres de cotisation, on va droit dans le mur. Au fond... Non, en fait, c'est pas. Alors, je dis pas ça parce que les solutions, c'est pas à moi de les apporter. Il y a 1000 façons de faire. Ce que je dis, c'est que, si j'ose dire, c'est que le mur, on est déjà profondément enfoncé dans le mur. Ah, mais c'est rassurant. C'est ça, toi tu dis des choses. C'est mon petit côté feel good. Non, mais c'est vrai que c'est là que c'est marrant l'économie. Et c'est là que j'insiste lourdement en disant que oui, c'est caché, que oui, ça a été révélé et que toutes les personnes qui travaillent sur le sujet sont obligées de donner raison à Beaufret, que cette polémique maintenant elle dure depuis peut-être 2 ans et que ça suffit, en fait, c'est pas drôle, et que dans les premières choses à faire du prochain gouvernement, c'est que simplement sur les sites d'information publique, il y ait dépenses d'éducation, dépenses de défense, dépenses d'intérêt de la dette et retraite. Cette ligne n'existe pas, Benjamin. Tu peux aller sur les sites, vie publique, le budget de l'État, nulle part on te met les retraites des fonctionnaires. Quand on nous dit, par exemple, il y a 70 milliards pour le ministère de l'Éducation, en fait, il y a une partie importante qui est destinée, encore une fois, pour les fonctionnaires aujourd'hui à la retraite de l'Éducation nationale. Donc, en fait, l'idée qu'on se dit, tout ça va aux dépenses d'éducation pour nos enfants, en fait, c'est faux. Donc, il y a même, au-delà de ça, il y a un vrai raisonnement à prendre en considération pour les Français, de se dire quelle part on consacre véritablement, c'est ça, au service public d'éducation, à l'hôpital, etc. Et en fait, il y a une grosse partie qui, finalement, va financer le système de retraite. Donc, toi, tu nous alertes là-dessus, finalement, c'est ça. Et encore une fois, il s'agit de décrire la réalité. Personne n'est mis en accusation. Et en plus, cette découverte, là où, elle a un côté rassurant, en tout cas intellectuellement, c'est que, avant cette découverte, comme tout le monde, je ne comprenais pas l'effondrement des services publics, alors que les dépenses publiques, en proportion du PIB, se sont maintenues. Et là, maintenant, on le comprend. Et donc, notamment, ça marche très bien dans l'éducation, quand on enlève, comme on doit le faire, évidemment, les dépenses de retraite ne sont pas des dépenses d'éducation. Quand on regarde les dépenses d'éducation réelles par élève dans le primaire, on se rend compte que la France est un des niveaux les plus bas de l'Union européenne, qu'un pays comme la Pologne, dont le PIB par habitant est 25% inférieur au nôtre, dépense plus en euros par enfant du primaire que nous. Et que nous, on est à 8 000, ou on est un peu moins, je crois, de 9 000 euros par enfant du primaire. Ils sont à 10 000 en Pologne, ils sont à 13 000 en Suède, en Finlande et au Danemark. Donc, il est temps et donc, voilà, quand on dit il n'y a pas de moyens pour l'école, c'est vrai. Donc, ce truc-là, encore une fois, il n'y a pas de moyens pour l'école parce qu'ils sont bouffés par les moyens qu'on consacre
au ça. financement des retraites. C'est ça. D'accord. Voilà. Et donc, on voit bien qu'encore une fois, tu vois, ce truc-là n'est pas du tout anecdotique. Très bien. Et qu'il faut que cette information soit diffusée, vraiment. On ne reviendra pas sur effectivement les solutions, Non. allongées ou des durées de cotisation, Non, mais là, c'est ou les des durées gros, légales. voilà, c'est des gros choix politiques. Par exemple, la taxe Zuckman, je trouve que c'est une super idée pour financer les retraites. Non, parce qu'il fait allusion à Patrick Kanner, Voilà. le sénateur PS, Ah qui ouais. a dit que la taxe Zuckman pourrait effectivement compenser le manque à gagner Ouais. de la suspension ou l'abrogation de la réforme des retraites. C'est ça. Et donc, toi, c'est- évidemment, qui est ton insolence Légendaire. légendaire, tu dis que Non, la mais taxe Zuckman, c'est vrai qu'elle va servir à beaucoup de choses. Voilà, donc ça mourir de rire, puisqu'ils avaient déjà dit que la taxe Zuckman, ça permettait de financer les services publics, de résorber le déficit. Et bon, voilà. Donc, elle va servir 2 ou 3 fois, sachant qu'elle n'existera pas, et que si elle avait existé, elle allait rapporter 5 milliards et pas 20, enfin bon, etc. Donc, Bref, Voilà, bref. merci Gilles. c'est ça, c'est plaisir. L'Europe fait dans le protectionnisme. Eh bien oui, Ah ouais. Enfin, ouais, ou trop tard. c'est ça. En tout cas, la Commission européenne a présenté cette semaine de nouvelles mesures très restrictives de protection du marché européen contre les assauts de l'acier chinois. Pas mal. Allitération. Ouais. Très attendu donc par le secteur, comme d'ailleurs plusieurs États membres, dont la France. Alors, d'abord, quand même petit rappel, quel était le mécanisme jusqu'ici, sans rentrer dans les chiffres, mais Ouais. il y avait un mécanisme qui existait. Parce que... Si, en fait, on peut dire. Alors, donc, le protectionnisme, il y a 2 modalités. C'est soit je mets des droits de douane, Ouais. soit je mets ce qu'on appelle des quotas, c'est-à-dire je limite les volumes importés. Et là, en fait, c'est les 2. Et donc, on avait un mécanisme de protection qui devait arriver à échéance en 2026. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette discussion, notamment, de qu'est-ce qu'on met à la place. Ce qui existait jusqu'à présent, c'est qu'il y avait des droits de douane de 25%, donc déjà important. Et en juillet, il y a eu une sorte d'appel au secours d'une dizaine d'États membres, dont la France, la Pologne, l'Espagne, l'Italie, pas l'Allemagne, demandant une augmentation des droits de douane face aux importations d'acier chinois. On sait que les coûts de production sont beaucoup plus faibles en Chine, que la Chine a des productions excédentaires, que la production chinoise est subventionnée et que donc l'acier chinois, dur à dire, envahit le monde. Je donne juste un chiffre. La production annuelle d'acier en Chine, donc c'est 1000 millions de tonnes. Ouais. C'est plus de la moitié de la production mondiale. En France, c'est 11 millions de tonnes. C'est 1%. Voilà, la production chinoise. Et là où, donc, l'idée... Alors, qu'est-ce que c'est que l'acier? L'acier, c'est un alliage de fer et de charbon. Le carbone, c'est ça qui va donner sa solidité à l'alliage. Parce que le fer, en fait, c'est friable. Il faut juste savoir que dans l'acier, il y en a partout. C'est-à-dire que l'acier, technologie très ancienne, découverte par les Chinois, d'ailleurs, en moins 400 avant Jésus-Christ. L'émission est... Tout à fait. On en parle. L'acier, c'est pour dire comme c'est vieux. Fait voyager très loin. L'acier, tout à fait. L'acier est mentionné dans la chanson de Roland, figure-toi. C'est absolument incroyable. Ouais. C'est vrai. Non. Et donc, la sidérurgie, c'est très, très ancien chez les êtres humains. Ça, d'accord. Et on se retrouve dans les bâtiments et dans les voitures. Et donc, là où c'est très étonnant, la décision de l'Union européenne, même si on comprend bien qu'il y a une panique des industriels européens, parce que toutes les industries tombent les unes après les autres, c'est que comme l'acier est utilisé pour faire des voitures, pour faire des maisons, lorsque tu augmentes les droits de douane, eh bien évidemment tu protèges l'acier qui est fait en Europe de la concurrence étrangère, donc les vendeurs d'acier européens vont augmenter leur prix, et donc les coûts de production vont tous augmenter. Et donc c'est assez étonnant de prendre une mesure qui en fait va protéger les producteurs d'acier en Europe. Donc l'acier en Europe, c'est 330 000 emplois aujourd'hui. C'était 100 000 emplois de plus il y a 10 ans. Rien que l'année dernière, c'est 18 000 emplois qui ont été perdus dans l'acier européen. Et symboliquement, il y a une chute, comme dans tout le reste, de l'Europe face au reste du monde, et notamment l'Allemagne. Je pense que ça a beaucoup joué, avec ThyssenKrupp. Ouais, c'est ça. C'est très bons accents. Ouais, ThyssenKrupp, mais qui n'a pas encore validé voilà. ce plan de proposition de rachat ouais. par un milliardaire, un multimilliardaire indien. Et c'est ce qui nous est arrivé en France, puisque Arcelor, le grand Arcelor, qui là aussi, a été racheté par héritier de Essilor, Sassilor, etc., qui venait de la fin du 19e siècle, des gigantesques patrimoines français, avaient été rachetés par Mittal. Mittal, Lashley Mittal, qui est aussi un Indien,
Et alors évidemment, c'est vrai qu'un Indien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et donc on voit qu'il y a une prise de pouvoir de l'Inde, notamment, sur la sidérurgie européenne. Et donc, voilà. Est-ce que ça peut être efficace ou pas? Et où est-ce que ça va se traduire? Je m'adresse à l'économiste, à part un renchérissement des coûts dont tu parlais. Et du coup, pour nous, évidemment, en tant que consommateurs, face à des perte de pouvoir d'achat. Alors, je pense notamment aux voitures. Tout à fait. C'est celles qui sans doute consomment le plus d'acier. Quoi qu'il y ait de l'acier dans ton vélo aussi. C'est très juste. Peut-être dans tes lunettes, c'est dans ton ordinateur. Donc là où cette décision m'a beaucoup étonné, moi je suis très protectionniste, comme on sait, mais là où ça m'a étonné, c'est qu'on a un précédent parfait, qui est Donald Trump, toujours lui, puisqu'en 2018, il avait mis en place déjà des droits de douane très importants sur l'acier. Et les évaluations de cette politique aujourd'hui, on les connaît très bien. Et donc, il a protégé le secteur de l'acier. Il y a à peu près 1000 emplois qui ont été créés dans le secteur de l'acier aux États-Unis. C'est très peu. 1000 emplois 1000 emplois. Il y a très peu d'emplois de toute façon dans l'acier. Mais attends, dans les hauts fourneaux. Et 75 000 emplois qui ont été perdus dans les autres secteurs de l'économie du fait de l'augmentation du prix de l'acier. Non. Ben si, c'est enseigné dans toutes les facs d'économie comme la politique à ne pas faire. C'est le genre d'exemple qui valide totalement la théorie du libre-échange en disant, comme disait Adam Smith, l'acier chinois, s'il est comme le nôtre et qu'il est beaucoup moins cher, vaut mieux l'acheter plutôt que de défendre notre industrie. Et donc il y en a certains, d'ailleurs au sein même de la Commission européenne, mais effectivement c'est un choix radical qui disait, ce qui est vrai, c'est que soit tu fais du protectionnisme, soit l'acier européen, il est condamné. Oui, mais... où il se limite à des aciers très spéciaux. Voilà. Et même par rapport à ce coût dont tu parles, un pays qui est très élevé, donc là on passe d'une idéologie à l'autre. Enfin, en tout cas, parce que 1000 emplois sauvés contre 75 000 perdus, pardon. C'est ça. Donc toi, ça quand même invalide totalement ton attachement au protectionnisme quand même. Non, en tout cas, sur pas ce totalement, parce que moi le protectionnisme, par exemple, c'est sur Shine. Oui, d'accord. Donc là, c'est tout à fait différent. Parce que je n'aime pas les gens qui achètent des habits, donc voilà. Je veux du protectionnisme. Sur Chine, ça se voit un petit peu. Et juste une question. Je n'en fais pas partie. Non, mais après. Alors, est-ce que ça arrive au bon moment quand même, malgré tout? Non, mais tout arrive trop tard. De toute façon, notre réveil par rapport à la Chine, encore une fois, tu vois, la Chine. Non seulement ça va avoir un impact pas forcément positif sur l'emploi, ensuite sur les prix, et enfin 3, c'est trop tard. Donc, pardon, mais. Oui, mais si je vous dis. contre-intuitif. Si je vous dis les petits oiseaux, les arbres, la nature. Il y a un argument, argument qui tient la route, qui est la décarbonation de l'acier. Et c'est pour ça que je vous ai fatigué avec ma petite minute du chimiste. C'est que donc, pour faire de l'acier, donc on fait fondre le fer, c'est la fonte, et donc on met du carbone. Et la combustion des deux, le carbone c'est un C, ça fait du COD, de dioxyde de carbone, et après on meurt. Et donc il y a des procédés, par exemple, qui sont déjà mis en place dans certaines usines en Suède, où on remplace le carbone par de l'hydrogène, lui-même produit par de l'électricité soi-disant verte, genre électrique, etc. Ce qui fait que quand on fait de l'acier, entre guillemets vert, qui est décarboné à 80%. Ça existe déjà. Donc l'Europe pourrait éventuellement miser sur un acier vert qui du coup lui donnerait un avantage comparatif, c'est ça? Oui. Par rapport à ses concurrents. Non, mais surtout avec un acier vert. Elle pourrait garantir un acier vert. Surtout, en fait, alors... Là aussi, évidemment, où c'est un peu complexe, c'est comme une économie malgré tout capitaliste, c'est comme ça toujours le même problème. Ces entreprises qui décident, aujourd'hui en France, par exemple, ArcelorMittal fait un chantage explicite, puisqu'ils avaient un gros projet de décarbonation à Florange, soutenu par des subventions publiques, et en fait, ils l'ont arrêté. Ah, c'est à l'arrêt, ça? D'accord. Le projet de décarbonation est à l'arrêt. ArcelorMittal va supprimer 600 emplois en France, et ThyssenKrupp va en supprimer, je crois, 11 000 en Allemagne. Et donc, c'est très facile pour nos amis capitalistes de dire, les amis, ça n'est pas rentable, parce que mon l'acier vert, c'est plus cher, je ne suis pas compétitif, donc j'arrête les frais, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Et donc, les gouvernements, là c'est cohérent, disent, on a, faut voir ce que c'est comme les hauts fourneaux. C'est une structure de production complètement dingue. Absolument. Et on sait que pour des raisons techniques, des hauts fourneaux qui s'arrêtent, c'est quasiment impossible à remettre en route, ça coûte très cher, etc. Donc là, on est sur une industrie très très lourde. C'est pour ça qu'il faut vraiment revenir à la base matérielle de la vie, à la technique. Et donc, il y a une logique qui est de dire, on préserve ces industries en leur permettant, en les protégeant de la concurrence extérieure, et en contrepartie, on fait cette transition énergétique vers de l'acier décarboné. Mais tu viens de dire qu'il avait arrêté les projets de décarbonation ArcelorMittal. Alors, j'ai fait faux, si c'est ça, on coupera en montage. Alors, je vais dire que ArcelorMittal il a fait plutôt une Elisabeth Borne, c'est qu'il a suspendu. D'accord. Et donc, il a suspendu en disant, voilà, soit
on continue le libre-échange et j'arrête, soit on fait du protectionnisme, je retrouve moyen de faire des marges, et là, je veux bien faire l'acier vert. Tout ça semble quand même, d'un point de vue de politique économique, très improvisé. Enfin un peu tard, pas à la hauteur, il y a un petit sentiment avec des d'urgence. risques Mais ce qu'on et peut dire, avec un nombre de paris considérable. d'accord, mais ce qu'on peut dire, parce que c'est une question qui revient beaucoup dans les commentaires, Ouais. et j'adore cette question sur effectivement Alors, l'absurdité on va venir. écologique de notre monde, Ouais. non, mais c'est qu'en fait, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a deux modèles qui sont très simples. C'est Ouais. soit, effectivement, le modèle dominant, libre-échange, bas coût, Mhm. hein, comme on dit en Azerbaïdjan, et pollution maximum. Tu vois, donc ça, c'est le modèle de base. Et qu'en fait, on l'a déjà dit, il y a une incompatibilité totale entre libre-échange et écologie. Donc, au niveau européen, Ouais. donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Stéphane Séjourné, donc le vice-président de la Commission européenne, il nous dit « Oui, les coûts vont augmenter. Sur une voiture, elle va coûter 50 € de plus. » Si c'est vrai, si c'est que 50 € et que ça permet de la transition écologique, le pari est gagnant. Mais en fait, ce qu'on voit bien, c'est que ta transition écologique, ton acier vert, va nécessiter que ce protectionnisme, il reste. Et à ce moment-là, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, tu bascules sur ce que moi j'appelle de mes voeux, un modèle de développement économique auto-centré en Europe, avec de moins en moins d'importations et de plus en plus de choses. On met en lien aussi un très très bon article magnifique de la revue de l'École Polytechnique, où ils expliquent très bien que la première façon de lutter contre l'énorme pollution, parce que l'acier émet énormément de CO2 à l'échelle mondiale, c'est le recyclage. Et donc ce recyclage, cette réutilisation de l'acier, elle fonctionne très bien, encore une fois, si tu mets fin au libre-échange. Aujourd'hui, on a du mal à recycler tout un tas de produits parce que importer, acheter neuf coûte moins cher. Donc enfin, encore une fois, tu as deux modèles, le libre-échange, prix bas, salaire bas et bousillage de la planète, ou le modèle protectionniste, vertueux, main dans la main, l'État, les entreprises, on fait la petite danse écologique et tout le monde est heureux. D'ailleurs, ça permet de rebondir sur le courrier du cœur, parce qu'il y a pas mal de Oui. questions sur ce sujet-là. Ouais. Jean-Baptiste Delbos, alors je ne vais pas lire tout son commentaire, mais lui-même, il cite l'exemple de la Chine, et il dit « Pour la Chine et leur puissance industrielle, je pense tout de même qu'il y a un moyen de trouver des solutions à condition de sortir en effet du dogme du libre-échange et du délire de la libre concurrence intra-européenne. Je donne un exemple d'un secteur, le vélo. En Europe, nous avons une grosse dizaine de marques de cycles d'importance mondiale. Toutes ne sont que des boîtes de logistique, puisque la quasi-intégralité d'un vélo est fabriquée soit en Chine pour les cadres roues cintres, soit au Japon pour la transmission. Et en fait, il appelle de ses voeux, finalement, une coopération industrielle. Ouais, donc tu vois, c'est super intéressant, c'est du très bon raisonnement économique, Ouais. c'est qu'en fait, il y a un grand débat en économie entre concurrence et coopération. Et en fait, il dit, pourquoi les Chinois gagnent? Effectivement, d'une part pour des mauvaises raisons, entre guillemets, le dumping, le bas coût salarial, la pollution environnementale, mais aussi des bonnes raisons, entre guillemets, là aussi avec presque plus de guillemets, c'est qu'en fait, c'est le nationalisme, tout simplement. Et si on peut dire, ce qui fait que ces entreprises chinoises travaillent ensemble. Jean-Baptiste Delbos dit, voilà, Voilà. c'est à l'Europe de leur botter le train, c'est-à-dire aux fabricants, et leur imposer cette organisation qui vise l'intérêt général, dit-il. Voilà. Toto, DD4XN, pourriez-vous évoquer lors d'une émission de la pauvreté abyssale des jeunes en France? Je crois que les 18-35 ans en 2025 sont les plus pauvres de tous les 18-35 ans de l'histoire de notre pays, et surtout, comment y remédier? Un régime strict. Super. Non mais c'est vraiment un bonheur de t'avoir. C'est vraiment, j'ai bien fait de suggérer ces questions, parce qu'avec toi, vraiment, on avance quand même. Hein. Tout à fait. La frugalité. Non, écoute, un rare moment d'harmonie entre les peuples. Ouais. Je vais aller dans le même sens que l'édito de Dominique Seux, journaliste rentier aux Échos. Jaloux. Tu n'es que jalousie. Tout à fait. Je ne suis que jalousie. Et non, mais parce qu'il dit cette chose évidente, c'est que c'est hallucinant, blague à part, qu'on parle des retraites. C'est du délire. Oui. Et comme toujours, et donc pardon pour les personnes âgées, mais les jeunes ont plus que raison, voilà. Oubli total des questions de logement, des questions d'éducation. Et oui, effectivement, il y a une pauvreté de dingue chez les jeunes. Et oui, on a oublié de le rappeler aussi, ça je peux le faire, le taux de pauvreté, c'est très simple. Hein. Chez les jeunes, il est le double des personnes âgées. Quelle honte. Mais quelle honte. De quoi on parle. Et là, il y a une statistique aussi qui a beaucoup circulé. On sait enfin, ce que je dis aussi depuis des années, mais c'est enfin démontré statistiquement, le niveau de vie moyen des personnes à la retraite est supérieur à celui des gens qui travaillent. Donc il y a une sorte de confiscation du débat démocratique sur la question de la réforme des retraites, alors que finalement, il y a d'autres chantiers qui mériteraient. Et après, tu vois bien qu'on arrive très vite. Oui, mais enfin, on arrive très vite à des questions hyper lourdes et qui dépassent les compétences de tout le monde. C'est la limite de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, comme c'est pas fort dit, c'est la dictature de la majorité. Et effectivement, quand
La gérontocratie, ça veut dire ça, c'est les vieux qui prennent le pouvoir. Effectivement, nous sommes un pays de vieux qui vont bien, qui votent, et surtout qui votent. Ouais, mais surtout qui vont bien, qui n'ont pas envie de partager, et qui, le week-end, disent à leurs petits-enfants qu'ils les aiment, mais quand il s'agit d'aller voter, en fait, ils leur disent qu'ils les aiment pas tant que ça. On va avoir des commentaires intéressants. Je rends hommage à Julien Taboula 0. Julien Taboula 003, c'est pas mal, qui a fait pas mal de commentaires. Il y en a, j'en prends un. Question pour Maître Gilles. Peut-on faire fonctionner un système de retraite par répartition sans croissance? Oui. Mais à condition de voilà. À condition de rien. Non, la répartition n'implique pas la croissance, effectivement. Le seul truc, c'est que là, justement, c'est évidemment le niveau des pensions. D'accord. Oui. La répartition, c'est je prends une partie des gens de ce qui est produit aujourd'hui par les gens qui travaillent et je donne aux vieux. Après, combien je prends et combien je donne aux vieux. Non, mais là où il a raison, est-ce qu'on commence enfin à comprendre des lacunes? Moi aussi, je n'avais pas entièrement compris. C'est qu'encore une fois, il faut revenir à l'éducation de base et quand même quelle honte de tous les gouvernements d'avoir jamais mis ça au programme. Là encore, ça peut changer demain par la nouvelle majorité. Il faut absolument que dès le collège, il y ait un cours commun d'initiation économique et sociale, que nos enfants connaissent enfin le pays dans lequel ils vivent. Et donc ce truc de la retraite par répartition des cotisations, effectivement, est fou, puisque ce qui compte au moment où tu es à la retraite, c'est la richesse du pays à ce moment-là. Donc cette idée que je cotise pour ma retraite, elle est incroyablement fausse. Et donc il faut arrêter vraiment avec ça. Mais on ne peut pas rattraper. Mais quelle honte, surtout la gauche, etc., de jamais avoir mis ça dans les programmes scolaires. Non, mais ça, c'est impardonnable. Je te rappelle que tu viens de là. Patricia Magnin qui nous dit bravo à vous deux. En tout cas, c'est sympa. Merci beaucoup, Patricia. La consommation en France alimente surtout l'import chinois. Non. Ah. Non. sur les merdouilles, oui. Non, mais à l'inverse. Tu prends ton budget, la plupart du temps, quand tu es locataire, par exemple, ton loyer, il est payé là, ton énergie, l'électricité, elle est produite ici, les courses du quotidien, en fait, en valeur, même si quand tu vas faire tes courses chez Carrefour, etc., la bouffe, même si elle vient de l'étranger, elle est transportée en France, conditionnée en France, la vendeuse, elle est en France, etc. Donc, en fait, au quotidien, notre consommation, elle est tout à fait locale. Et ça, justement, c'est un vrai argument pour une économie beaucoup plus suffisante, et c'est dans cette direction-là qu'il faudrait aller. Les news insolites du cousin Gilles. D'abord, qui est en excédent budgétaire en Europe? Portugal. Ah ouais? Et comment ils font, eux? Alors, le Portugal... Comment ils font pour être en excédent budgétaire? Le Portugal, c'est assez... Ils sont en fait... Alors, déjà, la croissance. Donc, vive la croissance, la pollution et tout. Le cancer est notre ami. Ils sont à 2% de croissance du PIB. Depuis 2 ans et encore l'année prochaine. Donc, c'est quoi le remède? Il y a un remède de cheval dont tu vas nous parler, je pense. Alors, voilà. Et donc, en fait, résultat, donc première explication de la croissance, ils vont être en excédent budgétaire cette année et aussi l'année prochaine, en excédent budgétaire. C'est du délire. Alors après, que passo, comme on ne dit pas du tout en portugais, mais que passo au Portugal? Non, José. Non, voilà. On se rappelle des pigs, des pigs, le Portugal, Italie, Greece et Spain, oui, c'est vrai, ça. Cochons. Donc qui étaient les mauvais élèves de la zone euro et qui ont mis en place des politiques d'austérité complètement dingues suite à la crise de la Grèce de 2011-2012, donc en gros il y a une dizaine d'années. Et donc le Portugal, alors là la liste des réformes elle est effroyable et c'est un peu l'avenir qui nous attend. Donc les fonctionnaires au Portugal avaient le 13e et 14e mois, les deux ont été supprimés, plus baisse des salaires, baisse du nombre des fonctionnaires, baisse de toutes les allocations sociales, gel des pensions de retraite qui n'ont plus été indexées sur l'inflation pendant des années, augmentation de la TVA, augmentation de l'impôt sur le revenu, facilitation des licenciements et baisse des allocations chômage. C'est un immense pervers. Voilà. Parce qu'en fait, tu le dis avec une sorte de, T'as vu ça sourire aux lèvres. C'est beau, hein? C'est beau l'austérité. Et donc, je ne sais pas pourquoi les Portugais ont accepté ça, n'ont pas fait la révolution et tout, c'est beau. À votre avis, combien touche un dirigeant de TPE, de très petite entreprise? Moi, je dirais 10 000 € par mois, non? Ouais, balance. Tu le sais ou pas? Ouais, 1428, je crois, 26. 1426 €. Oui, alors, en fait, ça, c'est intéressant aussi. C'est le salaire médian, c'est-à-dire qu'il y en a autant qui touchent en dessous qu'il y en a qui touchent au-dessus. Mais en fait, il faut comprendre ce que c'est qu'une TPE. C'est qu'en fait, on est à la limite des catégories statistiques parce qu'une très petite entreprise, dans la moitié des cas, c'est une personne toute seule. Voilà. Donc, on va appeler ça une entreprise, mais c'est le gars à son compte. Voilà, c'est ça. Non, mais vraiment. Et dans la plupart de ces entreprises, entre guillemets, il y a 1, voire 2 salariés, 3 maximum.
Donc, c'est vraiment des structures minuscules, c'est du petit commerce de détail. Et effectivement… Et pourquoi ce chiffre t'intéressait-il, en fait? Parce que on a les mêmes… Alors, parce que c'est un élément de connaissance de la réalité économique. Et on a des chiffres que je trouve même encore plus dingues sur les patrons de PME, donc là des gens qui ont 10, 20, 30 salariés et dont le revenu déclaré, c'est la même chose, est de 2 000, 2 500 euros par mois. Moi j'avais entendu plutôt 4 5 000, mais enfin on non, n'est pas du sur tout. les… Bah, alors, il Sur les petites PME. petites PME alors. C'est sûr que non, pas du tout. Alors après, là où c'est plus compliqué, c'est que quand on est patron, il y a tout un tas, par exemple, typiquement la voiture, ça va être sur le compte de l'entreprise. Donc il y a des coûts malgré tout qui sont cachés. Mais non, mais c'est juste pour dire que, notamment par rapport à certains collègues de la fonction publique qui ne se rendent pas bien compte de la réalité. C'est vrai, c'est une réalité, que les gens qui bossent très dur, après c'est leur choix aussi, qui ont des toutes petites boîtes, ces gens-là gagnent moins qu'un cadre, gagnent beaucoup moins qu'un cadre de la fonction publique, par exemple. Et donc je pense que voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup Gilles. Il est l'heure de nous séparer, avec grand malheur. Il est temps. Dur. Je crois qu'on a dépassé, on a explosé tous les temps. C'est horrible. Qui nous étaient impartis. J'espère que vous avez passé un bon quart d'heure. Donc n'hésitez pas à aller voir les petits liens sous la vidéo. Merci à la Maison de l'Île-de-France, encore une fois, de nous accueillir ici sur le campus de la Cité internationale universitaire de Paris. Je vous invite encore une fois à visiter, qui est absolument magnifique. Et puis, bien sûr, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Avec le vrai prix Nobel d'économie.